Audrey Millet, bonjour. Bonjour. Alors Audrey, vous êtes docteur en histoire et lettres, vous êtes spécialisée dans l'histoire de la mode et l'Odyssée d'Abdoul, c'est effectivement, il est question de mode. Vous avez d'ailleurs, je crois, exercé le métier de styliste. Oui. Oui. Je suis bien renseigné quand même. Chercheuse à l'université d'Oslo, l'Oslo Met, et au laboratoire d'anthropologie du travail à l'université de Bologne. L'histoire de la mode n'a quasiment plus de secret pour vous, si j'en crois les ouvrages Fabriquer le désir, le livre noir de la mode, paru aux éditions Le Pérégrine, un ouvrage qui référence l'ensemble des scandales qui jalonnent le monde de la mode. Vont suivre les dessous du maillot de bain. Et oui, il y a toute une histoire du maillot de bain qui analyse l'utilisation de ce vêtement à la fois symbole de l'émancipation des femmes et outil d'injonction aux normes de beauté. Et puis aujourd'hui, l'ouvrage par lequel je vous ai découvert, l'Odyssée d'Abdoul, enquête sur le crime organisé, toujours publié, car vous êtes fidèle à votre éditeur, aux éditions Les Pérégrines. Alors ce livre, je l'ai reçu comme un véritable choc. Je n'hésite pas à le dire. Pour moi, j'ai cru qu'à un moment donné que c'était Audrey Millet était un pseudonyme de Roberto Saviano. Bon, c'est dire. J'ai plus de cheveux que lui. C'est vrai, c'est vrai. Alors, dans la préface de votre livre, la directrice de SES Méditerranée Suisse, Caroline Abou Sada, écrit « L'Odyssée d'Abdoul se lit les larmes aux yeux et la rage au ventre ». Oui, c'est un récit qui est difficile. On suit Abdoul. Enfin, le but, c'était ça. Alors, qui est Abdoul ? Abdoul, je l'ai rencontré, c'est un Ivoirien qui est né à côté d'Abidjan, et je l'ai rencontré sur un passage piéton à 20 km de Florence, à Prato, où j'ai vécu en fait 2 ans. Et il faut savoir que cette cité est une cité textile depuis le XVe siècle, et qu'elle a été, tous les outils de production ont été rachetés par la minorité Wenzhou, donc chinoise de l'est de la Chine. Et les Noirs, là-bas, sont traités comme des esclaves et ne parlent pas aux Blancs. Donc, sur ce passage piéton, lorsqu'Abdoul me dit « Mais vous parlez français ?» parce que j'étais au téléphone, je raccroche immédiatement, je lui dis « Oui ». Il est ivoirien. Il est ivoirien. Et nous traversons ensemble en nous serrant la main. Et il me dit, je lui dis, mais vous faites quoi dans la vie, monsieur ? Et il me dit, je suis couturier. Et là, il ne sait pas, mais moi, je suis historienne de l'habillement. On a discuté très très rapidement en visio. Alors moi depuis Oslo, lui depuis le nord de l'Italie. Donc moi sous la neige, lui sous le soleil. D'abord, on a essayé de se faire confiance parce que je suis historienne. Je ne crois que les faits. J'ai besoin de preuves. Et lui, il est méfiant. Et il a raison. Donc on a mis un peu 6 mois, voilà. Puis il a commencé à me parler, puis il me disait pas tout, et puis je trouvais en plus. Et 1 an pile poil, le 2 juin 2023, après notre rencontre, il m'a dit je vais tout te dire. Là, tout s'est fait en 3 mois, et il a dû remettre lui aussi. Il avait tout oublié, il avait cherché à tout oublier. C'était important pour lui. Il a survécu comme ça. Et donc, ce livre a été écrit, en fait, il me donnait une information que j'écrivais sur un post-it. Donc, ce livre a été écrit sur 4000 post-it, qu'ensuite j'ai remis en fil. Une sorte de montage, comme on le fait avec des séquences cinématographiques. Ah, c'est un puzzle, et on a sa mémoire était totalement fragmentée. On a reconstruit sa mémoire, et il dit, j'ai retrouvé la mémoire grâce à ce livre. Donc ça, c'est un peu ma plus grande gloire, hein, quand même. Effectivement. Alors, ça vous a pris quand même 2 ans, par ailleurs, d'investigation, parce que si vous étiez à Prato, c'était également dans le cadre de votre travail, car vous enquêtiez justement sur l'industrie textile et sur les sous-traitants. Oui, mais j'ai pas fait exprès. En fait, j'étais à Prato pour écrire un livre. Vous en avez écrit un, voilà, l'Odyssée d'Abdoul. Un autre livre que j'ai fini, mais du coup, j'ai commencé celui-là. En fait... j'ai voulu faire une vraie blague. J'ai envoyé des mails à des agences qui mettent en relation les acheteurs de vêtements et les fabricants. Et je leur ai dit, mais c'était vraiment une blague. Bonjour, je suis acheteuse, je suis parisienne. J'avais le look pour. Et je voudrais monter ma marque. Est-ce que vous pouvez me montrer des vêtements ? Et donc, ils m'ont répondu. Et je leur ai dit, quand j'ai vu les vêtements, mais moi, je voudrais voir les usines. Et je leur ai dit, mais c'est pas très grave si c'est pas nickel, si la RSE n'existe pas dans vos usines. En fait, j'étais sous couverture sans m'en rendre compte, et ils m'ont fait visiter les usines. Et vous découvrez les conditions de travail des ouvriers.
Et oui, on a des usines, c'est le Bangladesh, clairement, mais c'est chez nous. On a des usines avec des tentes à l'intérieur, ça s'appelle le régime de sommeil. Ce sont les Wenzhou qui ont exporté ça en Italie. Donc les gens dorment sur place, travaillent 14 heures par jour, il y a des douches, vous avez à côté de la machine à coudre la casserole dans laquelle vient de cuire l'anguille. C'est absolument abominable. Et il y a pas que ça comme mafia, c'est-à-dire que cette mafia textile, elle est connectée avec toutes les autres mafias. Alors justement, c'est ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que donc, non seulement Abdoul va traverser l'Afrique, effectivement, depuis Abidjan jusqu'à la Libye, et effectivement, on parlait il y a quelques instants du Burkina Faso, du Niger, là, il va également subir des avanies nombreuses, on se demande comment il en sort vivant par moment, mais lorsqu'il arrive en Italie, on s'aperçoit que les mafias italiennes, chinoises et nigérianes collaborent, travaillent ensemble. Elles se font peut-être des guerres de territoire, mais elles collaborent pour exploiter effectivement les migrants. Oui, ils sont très très malins. En fait, on a tous l'impression, et je crois que c'est la grande nouveauté dans ce livre, que voilà, Naples est à la Camorra, que la Cosa Nostra est à Palerme, et que finalement, ils vont pas toucher le territoire de l'autre, que c'est assez bien défini. Prato, c'est complètement différent. Prato, c'est comme... Alors, situons Prato, c'est à 20 km de Florence, en Toscane. Voilà. Et c'est une ville merveilleuse que j'adore, et les habitants sont formidables. Prato, c'est comme un plateau de fromage. Vous avez un premier fromage qui va être celui des Wenzhou, donc la mafia Wenzhou chinoise, qui fabrique les vêtements et met les gens en esclavage. Vous avez ensuite une deuxième mafia. Si vous faites des vêtements, comme ça, vous avez des déchets textiles. Là, ce sera pour la Camorra, qui va créer des entreprises de recyclage, qui ne recyclent rien du tout, et qui va, par exemple, jeter les vêtements dans des champs de blé, puis on retrouvera dans nos pâtes du mercure, du plomb ou du cadmium. Vous avez une troisième mafia, donc la 'ndrangheta. La 'ndrangheta, elle fait plutôt de la drogue. Donc elle fait faire de la kétamine. Mafia calabraise. Voilà, elle fait faire de la kétamine en Espagne, qui est ramenée à Prato. Vous savez, la kétamine, c'est la drogue pour faire courir les chevaux, qu'on va vendre aux ouvriers, pour qu'ils puissent tenir 14 heures par jour. Et vous avez les cultes nigérians. Alors, eux, ils sont terribles. Les autres sont terribles, mais eux, ils sont super terribles. Et qui, eux... font du trafic humain, du trafic d'organes, parce qu'on se retrouve quand même avec des organes qui disparaissent en Sicile, on est en Europe, du trafic d'organes, de la prostitution, et on a une très très grande part également de pédocriminalité qui, à Prato, je ne traîne quand même pas, je suis très trouillarde, donc je ne vais pas la nuit voir si on kidnappe ou viole des petites filles. Vous avez des annonces sur des poubelles à Prato, via Pistoiese, dans le quartier chinois, en chinois, des petites annonces, vous voyez, collées sur les poubelles, sur les gouttières. Et moi, quand je les vois, je me dis, formidable, voilà des preuves de travail au noir. Mais en fait, je suis hyper naïve. C'était des annonces de pédocriminalité. Petite Wenzhou, ou petite Nigériane, très sweet, très douce, vous accueille ou se déplace dans un environnement parfait. Mais la cloche sur mon fromage, celle qui recouvre tout, eh bien, ce sont les multinationales. Alors, précisément, les marques de luxe qui font travailler les sous-traitants, je pense à Gucci, Armani, Yves Saint Laurent, se désintéressent complètement du sort des ouvriers. Et ils le disent, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. J'ai des sous-traitants. S'ils font pas bien le job. En avril 2024, le 4 avril, Armani s'est fait choper à Milan. On a retrouvé des sacs et des ceintures dans des ateliers terribles, Wenzhou. C'est pas une invention, c'est partout. Hein. Et on se rend compte, alors Armani dit « Ah mais je savais pas ». En fait, on se rend compte qu'il y a un rapport interne qui a été publié tous les mois, depuis 6 mois, en interne, en disant « Faites attention, là nous avons un problème de volume ». Dior a eu une amende la semaine dernière, eux ils ont été chopés en juin 2024, il n'y avait pas de rapport interne. Et la semaine dernière, c'était Valentino. C'est tout le temps. Audrey Millet, vous avez découvert, en tant qu'historienne de la mode, vous n'étiez pas tout à fait naïve de ce qui se passait
peut-être dans ce monde justement de l'industrie textile, de l'industrie de la mode, de la haute couture. Mais c'est Abdoul qui vous a vraiment dévoilé l'envers du décor. Alors Abdoul ne comprenait pas tout ce qui lui était arrivé. Donc on a retissé son histoire ensemble et essayé de comprendre. Mais trouver autant de mafias à un endroit, d'armes, de drogue, de la pédocriminalité, du trafic d'organes, de l'écocriminalité, c'est tout à fait exceptionnel. Mais ça prouve que tout est pensé, réfléchi, qu'il y a des accords, je veux dire des contrats officieux entre ces personnes-là. Mais ces vêtements qui ont l'air finalement si futiles, le matin, vous pouvez sortir de chez vous, ne pas vous brosser les dents, ne pas vous laver et ne pas manger. Vous ne pouvez pas sortir tout nu. C'est finalement la chose, sinon vous finissez en prison. C'est une chose essentielle au quotidien. C'est loin d'être futile, mais c'est plus facile de dire c'est futile. En plus, ce sont des histoires de gonzesses, hein. Voilà ce qu'on entend. Moi, je trouve que quand même, avec tout ce qu'on a trouvé, là, il faudrait peut-être s'y intéresser plus précisément. On parle souvent des impacts négatifs sur l'environnement de la fast fashion, hein, mais nettement moins donc des impacts humains, sauf quand survient une catastrophe comme celle du Rana Plaza, c'était en 2013. Hein, donc. Mais ce que vous dites en conclusion de l'Odyssée d'Abdoul, page 257, c'est l'indifférence des consommateurs est l'une des meilleures amies du trafic d'êtres humains et de la traite bureaucratique. Parce que finalement, on ne se pose pas la question lorsqu'on va acheter des vêtements. La consommation, nous consommons, nous sommes parfois même addicts à l'achat de vêtements. Oui, c'est tout à fait une addiction. Et c'est ça que j'ai trouvé absolument... Parce que je les admire aussi, ces Wenzhou. C'est génial parce qu'ils rachètent toutes les addictions. C'est-à-dire les bars, les tabacs, les jeux d'argent type PMU et la mode. Toutes ces addictions, et ils ont bien compris comment nous avoir, comment nous coloniser même dans la tête. Alors, je m'oppose aussi aux politiciens, parce qu'en fait, ces produits ne devraient pas arriver chez nous, et le consommateur n'a pas à chaque fois à ouvrir son t-shirt, et puis pour trouver un t-shirt propre, il va falloir vraiment faire toute la rue et avoir beaucoup de magasins. Mais le consommateur, à un moment, s'il dit « non, je ne veux pas porter les produits de l'esclavage, je n'achèterai plus vos produits », eh bien, en fait, le fabricant, il est obligé de changer, puisqu'il ne vend plus rien. Donc, oui, nous sommes responsables. Je trouve que c'est pas vraiment moralisateur. On veut pas que nos enfants vivent dans des conditions pareilles. On n'a pas à faire vivre les enfants des autres des horreurs pareilles. Et je vous parle pas des produits toxiques dans les vêtements, parce qu'on retrouve quand même du microplastique dans les utérus, orange, rose, rouge et bleu. Votre livre, alors avant de vous laisser lire un passage que vous avez choisi, Audrey Millet, est-ce que votre livre sera traduit en Italie ? Apparemment oui. Je le saurai c'est notre plus grand bonheur. C'est nécessaire. Audrey Millet, si vous voulez bien lire donc un petit passage que vous avez choisi de l'Odyssée d'Abdoul. Je signale que vous avez reçu le prix Mare Nostrum pour votre ouvrage. Oui. Ça aussi, c'était notre grand bonheur. C'est le premier diplôme d'Abdoul. Donc il a aussi son diplôme à l'ombre d'Etna. Après Lampedusa, on les mène en Sicile, la plus grande île de la Méditerranée. Ils accostent dans un petit port discret du sud-ouest, à l'opposé des fureurs de la Montagna. Les étapes de leur odyssée méditerranéenne s'inscrivent dans l'imagerie populaire et les mythologies des îles du sud de l'Italie, peuplées de géants, de dédales et de vulcains, et même de quelques cyclopes. Mais pour les migrants, ces monstres ne sont pas que des légendes. Ils les ont croisés au Niger et en Libye. Quant aux Siciliens, ils sont comme ces paysages, bariolés et composites, brûlés et assoiffés, fiers de leur culture propre et pourtant si adaptables. Les spoliations, colonisations et invasions successives, c'est l'histoire de leur île. La force de ces multiples identités est inestimable. Ivoiriens, citadins, diplomates djiboua et imprégnés de culture française, fait de vieilleries et de nouveautés, Abdoul est comme ces îles foulées par les Grecs et les Piémontais, les Carthaginois et les Normands, plein d'une vitalité glorieuse, toujours prête à s'enrichir. Merci Audrey. L'Odyssée d'Abdoul, publiée aux éditions Pérégrine.